Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS par exemple ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Veto Micro. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Pasquet, vétérinaire et fondatrice de Vet in Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Alors Isabelle, tu es périgourdine d'origine, vétérinaire, diplômée de Toulouse. Tu as fait un internat à Frégis, un assistanat de médecine à Lyon, un CEAV en médecine interne. Tu as exercé en clientèle privée, monté ta première structure et puis la suite Vet in Paris. Mais ça, c'est toi qui vas la raconter. Isabelle, tu as aussi un mari, 2 enfants, qui ont d'ailleurs été assez catalyseurs de la suite de ta trajectoire. Et tu as aussi une sœur jumelle, vétote équine, qui a également monté sa structure Vet Hippodome. Comme quoi, il y a peut-être un peu d'inné dans cette histoire. Alors Isabelle, assez parlé de mon côté, je te passe le micro. Ton aventure vétérinaire, quand commence-t-elle ? Alors ça commence, on va dire, vraiment petite parce que j'ai grandi à la campagne avec des animaux. Et donc le vétérinaire, pour moi, je le voyais souvent, je le voyais quasiment tous les mois. En plus, il était ami de mes parents. Donc je le voyais régulièrement pratiquer. Et ça m'a tout de suite assez intéressée. Je trouvais ça fascinant de faire du diagnostic sur les animaux. Donc, très petite déjà, je savais que je voulais être véto. D'accord. Et ensuite, donc tu as fait des études, j'imagine, plutôt scientifiques. Voilà, je suis partie vraiment sur le parcours classique, bac S, mais je savais déjà que je voulais être véto, donc c'était tout tracé. J'ai fait ma prépa à Toulouse, Pierre de Fermat, et puis ensuite j'ai intégré Toulouse, qui était mon choix numéro 1, je tiens à le préciser, étant du Sud-Ouest. Je voulais pas du tout partir à Paris, bizarrement. Et donc j'ai fait mes 4 années d'école à l'école de Toulouse. Je suis partie en 5e année ensuite faire ma 5e année à Maison-Alfort. Et voilà, je suis ensuite restée à Paris. Et c'est à ce moment-là que tu as fait ton internat. Alors oui, ensuite, à la fin de la 5e année, j'avais rencontré des profs en médecine que j'avais trouvé. Là, j'étais passionnée de médecine interne à l'époque, notamment Dan Rosenberg, que je remercie toujours parce que je pense que sans lui, j'aurais probablement fait une carrière complètement différente. Et c'est lui qui m'a motivée. Je me suis dit, bon, après cette 5e année, je veux faire un internat. J'ai postulé à plein d'endroits et puis finalement, j'ai fait mon internat à Frégis une année.
où là j'ai vraiment découvert ce qui était une clientèle privée, ce qui était le rythme de travail dans une clientèle privée. Et j'ai appris tous les gestes techniques en fait, voilà, pendant cette année-là. Et j'ai envie de te demander quand même, tu parles d'une carrière complètement différente si tu n'avais pas fait ça. Tu as une idée un peu? En fait, je suis assez enthousiaste et curieuse de tout, donc en fait tout me plaisait quoi. Je pense qu'au départ, je voulais faire voilà de la chirurgie, ça me plaisait bien, et puis même d'ailleurs de l'équine, hein, puisque ma sœur, comme tu dis, est véto-équin, donc à un moment donné, bah, on était toutes les deux voilà passionnées de chevaux, donc je me suis intéressée quand même à l'équine. Et bon, je suis partie en canine parce que j'avais du mal à travailler dans le froid, hein, de manière très claire. Ça me posait problème. J'ai des problèmes vasculaires des extrémités. J'ai un syndrome de Raynaud, donc c'est hyper compliqué pour moi dans le froid. Et donc voilà, finalement la canine et finalement la médecine par ces rencontres. Mais peut-être qu'effectivement, si j'avais rencontré un prof en chir qui m'avait un petit peu subjuguée, peut-être que je serais partie en chirurgie. Hein. Voilà. J'adorais tout m'intéressait. C'est vrai que les rencontres, c'est quelque chose qui revient souvent hein, de manière générale et dans ce podcast. Donc, internat, CEAV et puis clinique privée? Et puis clinique privée, en fait après mon CEAV, Frégis m'a rappelé pour que je fasse un remplat de congé maternité. Donc là j'ai fait 4 mois en tant que médecin à mon petit niveau en sortant de mon assistanat de médecine, j'ai fait ça. Et donc là j'ai fait ces 4 mois, c'était super. J'avais qu'une seule envie finalement, c'est que la personne que je remplace pendant son congé maternité ne revienne pas. J'avoue, je l'avoue, parce que je trouvais ça hyper stimulant de travailler dans une grande équipe avec des spécialistes, avec tout ce matériel. J'avais pas envie de les quitter, quoi, hein, clairement. Et puis finalement, bah voilà, elle est revenue, elle a repris son poste, donc tant mieux pour elle, tant pis pour moi. Et je suis partie en clientèle privée et là dans un petit cabinet. Donc j'ai pris la grosse claque de ma vie parce que j'ai passé, je pense 4 mois à ranger les croquettes le matin, à discuter beaucoup avec les infirmières parce que j'avais pas beaucoup de consultations. Et puis c'était l'époque encore des fiches Bristol qu'on remplissait. C'était l'époque du bistournage de coucougnettes. Hein. Je suis désolée du terme, mais c'est ce que je voyais. Et puis aussi du recyclage d'aiguilles dans le pot d'alcool. Voilà. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé, je suis sortie de Frégis et que j'ai travaillé dans cette structure, dans ce cabinet 4 mois, j'étais en souffrance, vraiment en souffrance. Ça a été un peu compliqué. De là, j'ai ensuite trouvé une autre clinique au Perreux-sur-Marne qui voulait bien d'un salarié comme moi. Et là, par contre, c'était super parce que dans cette clinique, il y avait vraiment un développement d'identité visuelle et presque d'une marque. C'était très professionnel. Donc là, j'ai retrouvé ma motivation. Et parallèlement à ça, il y avait un vétérinaire qui voulait ouvrir une structure dans Paris et qui m'a proposé de rejoindre l'aventure de cette ouverture, de cette création en tant que collaboratrice libérale. Donc j'ai dit oui et j'avais mon petit poste de salarié chez Sveto bien établi où tout était carré, tout tournait bien et cette création dans Paris en tant que collaboratrice. C'est intéressant. Alors, enfin oui, c'est vraiment un clash culturel en fait que tu as vécu entre ton équipe, enfin l'équipe de l'époque parisienne et puis ta petite structure. Qu'est-ce qui t'a fait c'est ça qui t'a fait changer parce que tu parles de comment dire, enfin voilà, t'as pas dit que t'étais au fond du trou, mais enfin si, t'étais quand même en souffrance. Comment ça s'est passé entre ce moment-là et ton changement? C'est vraiment ça qui t'a fait dire ok, je change, je peux pas rester là? Non, en fait, je pense qu'il a mis fin à notre contrat parce qu'il a appris que il y avait une création dans Paris dans laquelle j'allais collaborer. Donc, il a mis fin au contrat de manière assez peu élégante, clairement. Mais bon, bref. Mais enfin, finalement, c'était vraiment un mal pour un bien parce que je m'y sentais mal dans cette structure. Donc, je ne suis pas partie, mais voilà, ça s'est terminé. Et puis après, de toute façon, j'avais vraiment plus le temps de poursuivre puisque j'avais en plus ces 2 autres secteurs en tant que salarié et cette création. Donc voilà, mais c'est sûr que ça a été, on va dire, cette expérience-là, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que quand moi je suis sortie de
de mon internat, de mon assistanat, j'avais très peur de ne pas trouver de travail. C'est vraiment idiot parce que finalement, je me suis un petit peu lancée sur ok, je trouve ça, c'est très bien, j'y vais, parce que j'avais peur de pas trouver de boulot à l'époque. Et finalement, bon, cette expérience n'était pas une expérience positive pour moi, mais en tout cas, ça m'a montré ce que je ne voulais pas faire, en tout cas. Donc, c'était un passage, je pense, assez intéressant pour moi, pour en tout cas, derrière, vraiment prendre les bonnes décisions. Hmm. Et pourquoi tu pensais à l'époque que tu ne pouvais pas trouver de boulot? Alors c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces réseaux à l'époque. On devait avoir le Point qui les petites annonces classiques, mais c'était assez peu développé, quoi. On n'avait pas Internet développé comme ça. Il n'y avait pas VetoJob, il y avait pas Facebook. Et puisque Facebook, voilà, c'est 2007. Hein, là, on parle de, pour le coup, 2006. Donc il y avait pas tous ces réseaux. Donc en fait, et je connaissais personne dans Paris. Moi, je sortais de mon internat à Fréjus où finalement c'était un microcosme, mais j'en sortais pas. L'assistanat à Lyon, voilà, je rentrais à Paris, je connaissais pas les vétos. J'avais bien le sentiment que personne m'attendait, qu'il fallait que je fasse ma place. Et donc voilà, je pas forcément aussi sûre de moi clairement. Et du coup, j'ai un peu pris tout ce qui venait à moi et c'était pas forcément des postes tout à fait intéressants, je trouvais. Et tu étais décidée à rester sur Paris? C'était ton objectif? Oui, parce que personnellement, voilà, je suis avec quelqu'un qui vient de la région parisienne, donc et dont en tout cas, tout se mettait en place de son côté pour rester sur Paris. Donc, je savais que j'allais rester sur Paris, mais je ne savais pas encore où, dans quelle structure. J'avais passé des entretiens, je voyais les cliniques. C'était sans jugement par rapport aux structures, mais voilà, je me voyais en tout cas au départ salariée, collaboratrice dans une structure, mais en tout cas pas celle que j'avais expérimentée au départ. Ouais. Donc il fallait que je cherche un petit peu plus loin, quoi. D'accord. Et donc ta première aventure, on va dire entrepreneuriale, elle démarre avant Vet in Paris. Tu nous racontes un petit peu? Donc ça démarre en mars 2006, création d'une structure dans Paris. Là, franchement, c'était une très bonne période parce qu'on était tous jeunes, on sortait de l'internat, de l'assistanat, on était hyper motivés. Et puis c'était un vrai challenge et je pense que moi je marche beaucoup au challenge, c'est-à-dire que finalement, je sais pas si j'aime bien me mettre dans une situation d'inconfort, mais en tout cas ça me galvanise, quoi. L'adrénaline, j'ai l'impression que ça décuple un peu souvent mes capacités. Et donc, ce moment-là, particulièrement ce challenge, on s'est mis vraiment à fond dans le projet, vraiment à fond pendant plusieurs années. On travaillait jour et nuit, on faisait nos gardes. Moi, j'étais collaboratrice, je pouvais commencer le lundi matin, finir le jeudi soir en ayant travaillé tout le temps. Ça a duré, on va dire, 4-5 ans. Et puis après, on a commencé à prendre des plannings. On était tous parents ensuite, donc on a arrêté les gardes. Et puis, on a commencé à prendre des plannings un petit peu plus normaux, entre guillemets. Mais voilà, il y avait ce plaisir de voir cette clinique grandir, de voir que cette création fonctionnait. Ouais, il y avait une certaine réussite et on était fiers du projet. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était très intéressant de faire partie de ce projet-là. Et le changement alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors en fait, pour moi, il y avait plusieurs objectifs dans cette création. Déjà, j'avais assez mal expérimenté la pratique privée et j'étais franchement assez nulle au départ. Par exemple, je ne retenais pas de nom de client. C'était impossible pour moi de retenir le nom des gens, ce qui d'ailleurs faisait toujours halluciner un peu les gens qui travaillaient avec moi. J'avais pas cette mémoire-là, et donc j'ai eu besoin d'apprendre à gérer une clientèle, à se souvenir des gens quand même, c'est la base. Et cette gymnastique-là, qui n'était pas évidente pour moi, je l'ai apprise. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis sentie à l'aise. Je me suis sentie à l'aise dans ma pratique. J'ai commencé à m'attacher à ma clientèle et puis me sentir à l'aise. Mais finalement, au bout d'un moment, j'avais plus tellement de challenge. Et puis, il me manquait quelque chose.
Et donc, dans ma vie professionnelle, tout se passait bien et dans ma vie personnelle aussi. Donc, je me suis lancée dans un autre challenge qui était la reprise de la danse parce que j'ai un côté créatif et un peu artistique aussi qui m'a toujours suivie. Et donc, je me suis lancée dans la danse à fond. Une fois que et donc, j'ai laissé un peu de côté ma pratique. En tout cas, je travaillais toujours, mais j'étais moins impliquée. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu dommage quand même de travailler comme ça, de plus t'impliquer, de pas avoir de projet. Et j'avais l'impression de, entre guillemets, gâcher mon diplôme, en fait, toutes ces années. Je me dire, finalement, j'étais minoritaire dans mon association, donc j'avais pas vraiment de pouvoir de décision, j'avais aucune capacité à créer quelque chose. On ne m'en laissait pas la possibilité. Moi, mon rôle, c'était de faire tourner la clientèle, et je trouvais ça limité. Donc dans la danse, j'ai essayé de retrouver un peu ce sentiment de créativité, etc. Et finalement, très vite, je me suis rendu compte que ce serait quand même intéressant de monter sa structure, de créer quelque chose. J'en avais besoin, quoi. Donc c'est ce sentiment-là, finalement, de frustration qui a fait naître l'envie d'envisager, d'imaginer de A à Z un nouveau projet. Alors, super. Alors, raconte-nous le démarrage, comment ça se passe? Alors, je pense quand même que mes business plans, mes premiers business plans devaient dater quand même de 2011, puisque j'en ai retrouvé de 2011. Moi, ma clinique, je l'ai ouverte en 2016. Donc, j'ai dû annoncer mon départ en 2015. C'était du coup, oui, en mars, j'annonce que je veux partir. Et puis là, c'était l'époque là des réseaux, de Pinterest, Instagram commençait à être vraiment bien présent. Et moi, ça me permettait de m'inspirer, de voir plein de comptes de déco, de suivre aussi des entrepreneurs qui développaient leur marque, etc. Donc ça m'inspirait beaucoup. Et donc, j'ai voulu ouvrir dans Paris. Et au départ, j'ai cherché des locaux dans un endroit particulier. Je faisais venir mon architecte qui me disait non mais là c'est pas possible, c'est pas du tout ce local. Donc il m'a dit mais ouvre dans tout Paris. Donc là j'ai ouvert ma recherche dans tout Paris. Et j'ai trouvé en fait le local sur seloger.com version pro. Et ce qui m'a interpellée, forcément, c'est les grandes verrières. J'ai trouvé ça très beau. Vraiment, je ne savais pas où se situait en fait ce local. Voilà, donc j'ai appelé l'agent, on visite, et je n'avais pas du tout fait de business plan dans cette région de Paris. Mais juste ça m'intéressait, l'endroit m'intéressait. Donc quand j'ai fait visiter finalement mon architecte. Tout de suite, voilà, on s'est mis d'accord, on a trouvé qu'effectivement ça collait bien avec ce que j'avais envisagé, avec le cahier des charges. Et ben maintenant il fallait pour stimuler les banques et réussir à décrocher les emprunts, réinventer l'histoire et parler d'un business plan dans cette localité de Paris, donc dans le 11e, parce que j'étais pas du tout partie à cet endroit-là. Donc du coup, et finalement, je me suis rendu compte que mon projet pouvait très bien naître à cet endroit-là, que c'était tout à fait envisageable. Donc là, il y a eu, je crois, 1 mois et demi, 2 mois d'échanges avec les banques jusqu'au jour où, je crois que c'était fin juin, j'ai un go de la banque. La banque me dit c'est ok, on vous finance. Et j'ai signé mon bail le 1er juillet 2015. Alors voilà, j'étais toute seule, avenue de l'Opéra, avec le bailleur, les propriétaires. Et quand j'ai signé, j'avais l'impression que mon corps était là, mais que voilà, mon esprit était ailleurs, parce que finalement, je trouvais ça. Voilà, j'ai arrêté de réfléchir parce que c'était un peu dingue finalement de faire ça toute seule, prendre 200 mètres carrés dans Paris, le prix que ça coûtait. C'était quand même un peu fou maintenant quand je vois ça avec un peu plus de recul. C'était quand même un peu dingue à l'époque. Mais voilà, j'ai quand même eu l'impression de sauter sans élastique dans le vide, quoi. C'est l'impression que ça m'a donné. Et cette recherche de développement de marque, de recherche du beau, ça vient de quoi? Comment t'as fait le lien? Bien sûr, ça vient de ton côté créatif, Ouais. mais c'est assez étonnant et détonnant dans le milieu vétérinaire. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu plus qu'avant, mais c'est quand même pas monnaie courante. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'ai toujours été passionnée de mise en scène. Je pense que si j'avais pas été veto, je pense que c'est ce que j'aurais peut-être aimé faire, c'est vraiment mettre en scène, parce que je pense que, en fait, ça nous sert, l'environnement sert. Je trouvais ça finalement très bien. En fait, les centres hospitaliers à l'époque, on n'appelait pas ça des centres hospitaliers à l'époque, mais Frégis, justement, ce que je trouvais chouette, ce que Corlouer, qui là aussi est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, parce que c'est quelqu'un qui a eu une carrière exemplaire. Jean-Philippe Corlouer, donc le créateur de Frégis. En tout cas, ce qu'il a créé, c'était de mettre du professionnel dans notre pratique. C'est-à-dire qu'en gros, la structure faisait que quand on rentrait là-dedans, tout de suite, entre guillemets, ça force le respect par rapport au regard du client. En tout cas, ça impressionne, ça met aussi en confiance, ça donne une image tout de suite très carrée, très professionnelle. Et je me disais, mais c'est très bien de faire ça dans des centres hospitaliers avec des professionnels, avec des spécialistes. Mais en revanche, c'est un petit peu dommage que des cliniques plus petites, plus moyennes, ne puissent pas finalement faire la même chose. Parce que ça sert à la pratique d'avoir ce genre de démarche. C'est-à-dire de travailler son environnement, de travailler la façon dont on s'habille aussi, de travailler son image de marque. C'est quelque chose qui aide forcément au développement d'une clientèle, et ça permet de gagner la confiance du client. Donc c'est ça tout de suite que j'ai voulu développer dans ma structure et qui m'intéressait. Et tu t'es fait accompagner dans cette démarche, ou c'était tout de ta tête, de ta propre créativité? Non, je me suis fait aider. Alors j'avoue que le nom, ça vient de ma mère, hein, parce qu'au départ j'avais choisi un autre nom et qu'elle trouvait nul. Donc elle m'a dit tout de suite non mais c'est pas possible de s'appeler comme ça. Alors bon, c'était vétérinaire du Faubourg, et visiblement il y a une chanson avec les hirondelles du Faubourg qui me dit c'est triste, c'est pas possible, tu peux pas l'appeler comme ça. Et en plus, voilà, alors j'étais accompagnée à l'époque dans le démarrage du projet, j'avais un architecte, un web designer, et j'avais ce qu'on appelle un visual worker. Donc c'est quelqu'un qui est graphiste et qui se charge de faire toute l'identité visuelle. Et voilà, donc j'avais ces 3 personnes finalement qui m'encadraient en permanence. Et mon web designer, celui qui fait mon site internet, m'a dit: votre nom, la vétérinaire du Faubourg, ça va pas du tout. Pour Google, sur la recherche, ça va pas être terrible. Et en rigolant, j'ai dit très bien, on fait Vet in Paris. Et là, il m'a dit oui, c'est une super bonne idée. Donc ma mère qui trouvait que l'autre était nul, trouvait que ça c'était super. Et donc en fait, on a dit ok, on garde Vet in Paris. C'est arrivé comme ça un peu d'une blague, et puis finalement, je l'ai gardé. Ça fait une sacrée histoire en tout cas. Et d'ailleurs, ton site internet, c'est une bonne transition. Moi, j'ai malheureusement pas encore vu ta clinique. Il faudra que je vienne te voir quand je suis sur Paris. Mais il est plutôt dingue. Enfin, assez new age, j'ai envie de dire, et loin, encore une fois, de ce qu'on associe à un site vétérinaire il y a 10 ans et encore maintenant. Et les clients, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que aussi, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses. Forcément, en tout cas, ce que j'espère, et j'ai des retours en ce sens, c'est qu'effectivement, ça puisse, évidemment, les attirer, et puis surtout que ça puisse, en tout cas, donner l'impression de ce qui se passe en réalité dans la structure. C'est-à-dire que déjà pour moi, dans un site internet, je regarde beaucoup sur internet tout ce qui se passe. Quand je cherche un professionnel, j'ai besoin de voir des visages et j'ai besoin de voir des lieux avant de me rendre dans un lieu. En tout cas, c'est ce qui me permet de valider mon choix. C'est-à-dire que si je vois effectivement sur un site, c'est ça que je recherche en tant que moi, consommatrice ou cliente, si je vois des visages, si je vois un lieu, ça me donne plus envie d'y aller tout simplement. Donc je suis partie, on va dire, de mes propres envies. Je me suis mise à la place du propriétaire d'animal, et je me dis ok, moi je cherche un veto, qu'est-ce que j'aimerais que le vétérinaire m'apporte, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et je pense qu'en fait, de voir le praticien, de voir aussi la clinique, tout de suite ça rassure et ça donne envie d'y aller. Voilà. Et puis ça permet aussi de mettre en valeur toute l'équipe. Parce que moi, mon idée, c'était de mettre en avant mes collaborateurs, que ce soit aussi bien mes salariés vétos que mes salariés infirmiers. Donc ça permet aussi de valoriser toute l'équipe et pas faire une clinique qui repose uniquement sur mes épaules, la clinique de tel vétérinaire,
On m'avait proposé d'ailleurs d'appeler ça la clinique du docteur Isabelle Pasquier, j'ai refusé parce que pour moi c'était important de dire ok, c'est une équipe fédérée derrière un projet Vet in Paris et toute cette équipe est présentée et mise en valeur. Et j'essaie en tout cas de faire en sorte que chaque personne dont on tire le portrait soit très content du portrait qu'on diffuse sur les réseaux ou qu'on diffuse via le site internet. Voilà, que tout le monde soit valorisé à travers les réseaux. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de faire marche arrière un petit peu. 1er juillet 2015, toute seule. Aujourd'hui, vous êtes combien? Là, je fais pas que des temps pleins, mais on est 34. Sacrée transition entre 1er juillet et aujourd'hui. Comment tu l'as vécu, cette croissance? Je l'ai vécu assez doucement finalement parce que ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait par des rencontres. Souvent, c'était des stagiaires que j'avais rencontrés qui sont entrés dans la structure. La structure, c'est vrai, on a eu cette chance d'avoir cette progression de chiffre d'affaires qui faisait que on devait recruter. Et donc, le recrutement s'est fait naturellement puisque c'était des gens qui avaient fait des stages, des gens que j'avais rencontrés. Donc on se connaissait plus ou moins d'avant. Ce qui a vraiment fait progresser aussi la structure, c'est le fait qu'on ait ouvert un service 24 heures sur 24 à partir de septembre 2016. Parce que moi quand j'ai ouvert, donc c'était en 11 janvier 2016, j'ai ouvert seule. C'est-à-dire j'avais une collaboratrice, 2 infirmiers et je n'avais pas de service de garde, ce qui fait que du coup je faisais le 24/24 avec mon téléphone. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas terrible et que j'avais plus de vie. Donc là, j'ai ouvert en fait un recrutement pour un service de garde à partir de septembre 2016. Et de là aussi, ça m'a permis de rencontrer des vétérinaires qui derrière ont pris des postes de journée. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire grossir l'équipe, mais de manière assez douce, quoi, parce que ça s'est fait progressivement. Je suis pas passée de 4 à 34 d'un coup parce que là, je pense qu'honnêtement, j'aurais explosé en vol. Ça demande quand même maintenant une certaine discipline, un certain rythme de travail, des automatismes que je n'avais pas du tout, c'est sûr, en 2016. Et ce côté chef d'entreprise, tu l'avais déjà vécu avant, mais maintenant, cette fois-ci, tu es toute seule. Ça demandait pas mal d'ajustements aussi, j'imagine? Oui, je faisais pas du tout de management ni de social quand j'étais avant dans ma première structure. J'avoue que ça se limitait uniquement à la gestion de la clientèle, mon rôle. Donc là, j'ai découvert ce que c'était que le social, le management, gérer la compta, gérer aussi derrière le développement. Mais bon, ça s'est fait. Là aussi, je suis aidée évidemment. Mais ça s'est fait progressivement. Alors c'est vrai que je suis complètement autodidacte dans le management. J'ai acheté plein de bouquins que je lis de temps en temps quand j'ai des doutes. Mais voilà, moi, ce que je fais beaucoup, c'est du management au positif. Déjà, j'aime pas tellement les conflits. Je suis pas à l'aise en fait quand il y a des conflits au sein de ma structure. Et j'essaie finalement tout le temps de tirer le maximum et le mieux de chaque personne. On est tous différents et on peut pas être pareil. Donc je vais essayer de temporiser systématiquement et plutôt rassurer pour obtenir le plus possible finalement, en tout cas le meilleur des personnes qui travaillent avec moi. En tout cas, l'importance, je pense que ce qui fait qu'ils sont tous motivés aussi, c'est qu'ils sentent que pour moi, c'est très important qu'ils se sentent bien dans leur pratique, que ce soit les infirmiers ou que ce soit les vétérinaires. Donc si je sens quelqu'un a vraiment des difficultés ou la boule au ventre un matin quand il vient au travail, déjà ils savent que je n'aime pas qu'on attende pour m'en parler, je préfère qu'on m'en parle tout de suite. Si je sens que quelqu'un est pas bien, je vais aller le voir tout de suite pour essayer de dénouer la situation. Mais voilà, si quelqu'un est vraiment en difficulté, je préfère qu'on en parle, qu'on trouve des solutions. Et tant qu'il y a de la bienveillance entre nous, je pense qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Que la personne parte ou qu'elle reste, mais qu'on trouve une solution pour que chacun se sente bien. En revanche, si je sens que quelqu'un peut être, malheureusement, il y a des caractères comme ça, malveillants ou en tout cas pas carré, pas honnête dans sa démarche, là pour le coup, maintenant j'arrive assez bien à détecter les gens comme ça.
Mais finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'en ai rencontré très peu. Et là, je me dis que ton credo, ta mission qui est soigner, respecter, protéger, c'est valable du coup pour ta pratique vétérinaire, on va dire, mais aussi dans ton environnement de management. Oui. Ah oui, oui. Mais j'insiste beaucoup avec ça, oui. Oui, oui. Je n'aime pas qu'on se parle mal, par exemple. Je pense que dans un milieu professionnel, enfin, ce n'est pas possible, quoi. Voilà, l'important, c'est effectivement, tant qu'on peut, en tout cas, poser les choses, essayer de trouver des solutions, tant qu'il y a du respect et tant qu'il y a de la bienveillance. Ouais. Ça, je pense que je pourrais pas travailler dans une structure où il y a du conflit systématique. Ça arrive, hein, on est beaucoup, on est 34, donc de temps en temps, il y a des petits conflits, hein, c'est normal. Et parce qu'en plus, les gens sont extrêmement investis dans leur travail, ils sont tous très motivés. Donc forcément, ça entraîne toujours des frictions, c'est ce que je leur explique. Si chacun était assez démotivé par leur poste, il y aurait même pas de friction, finalement. Donc, c'est normal qu'il y en ait, c'est assez sain. Mais par contre, il faut qu'on en sorte quelque chose de positif ensemble et de laisser les égos de côté, quoi. Parce que voilà, on peut pas faire travailler une équipe ensemble avec une guerre d'ego à l'intérieur. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait de la bienveillance. Et tiens, le terme, tu utilises à chaque fois le terme infirmier, infirmière. C'est sciemment, évidemment, j'imagine. Tu l'utilises aussi au quotidien dans la structure. Ça change du terme ASV. Ouais. Parce que j'estime que c'est un travail, franchement, enfin, déjà, bon, évidemment, elles sont très importantes, mais c'est un travail très difficile. C'est jongler entre différents postes. Et effectivement, oui, j'espère que les statuts changeront bientôt pour vraiment leur valoriser davantage ce poste-là. Entièrement d'accord avec toi. Je reboucle sur toi de nouveau, évidemment. J'ai vu sur ton site, d'une part, tu as un blog, mais aussi j'ai vu que tu avais écrit un livre. Comment rendre mon chat heureux? Oui, c'est la maison d'édition Playback qui publie le petit quotidien là pour les enfants. C'est super bien d'ailleurs. Et donc ils m'ont appelé, ils m'ont contacté parce que je pense que tout simplement je devais soigner le chat d'une personne qui travaillait là-bas. Et donc ils m'ont convoqué dans leur bureau et ils m'ont proposé le projet. Donc là, ça devait être en 2017. J'étais déjà très très prise, mais je pense avoir rendu ce livre qui était illustré. Enfin, c'est assez sympa. J'ai dû écrire ce livre entre 5h et 7h du matin pendant 2 mois. Voilà. J'avais mon petit moment d'écriture entre 5h et 7h. Et d'autres projets d'écriture, ça t'a plu? Ah bah oui, ça m'a plu parce que je pense que je suis plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Mais oui, ça m'a plu effectivement de faire quelque chose de la vulgarisation. Hein. Je pense que ça, c'est sûr que ça m'a bien plu. En plus, l'objet était sympa, c'était bien illustré. L'équipe était de sortir ça avec Playback. Et puis pour la petite histoire, c'est vrai que ça faisait rigoler mes enfants quand ils me voyaient dans les rayons de la Fnac avec comment me rendre mon chat heureux. Il y a eu aussi le petit coffret avec les jeux pour Noël, donc ça les faisait rigoler à chaque fois. Non, c'était une super expérience. Après, j'avais peut-être un peu plus de temps parce que maintenant je pense que les 5h, 7h du matin, physiquement, je suis plus trop capable de le faire. J'ai eu vraiment la niaque en 2017. Mais là, j'ai pris quelques années, je suis pas tellement certaine d'être capable physiquement de le faire. Mais en tout cas, l'expérience me plaît, l'expérience de l'écrit, oui. D'autres projets d'écriture, tu penses, à un moment donné? Non, là, je suis vraiment encore dans l'opérationnel. J'aimerais, voilà. Donc après, il n'y a peut-être rien à voir avec Veto, mais c'est vrai que quand je serai, si j'arrive un jour à devenir vieille, une vieille mamie, je me vois bien en train d'écrire des livres pour enfants, ouais, avec mon chien et mon thé, ouais, je me vois bien, ça pourrait être sympa. Parce que tu fais encore la danse, tu fais encore? Oui, je fais toujours, ouais. Ça fait marrer les gens qui connaissent pas trop le classique de s'imaginer que quelqu'un de 43 ans fait toujours du classique. Mais non, pour moi le classique, c'est ma passion. Enfin, Veto, oui, bien évidemment, c'est mon métier. Voilà, c'est une passion aussi. J'en ai plusieurs, mais la danse, pour le coup, c'est une vraie passion. Donc j'en ai besoin, quoi. Hein. Si j'ai pas fait de cours pendant un moment, je deviens insupportable. Donc il faut vraiment m'y mettre.
parce que sinon l'énergie déborde et voilà. Donc ça régule bien mes humeurs, on va dire. Et donc là, ça fait, je pense, 10 ans, 12 ans que tu as monté, je calcule, 10 ans que t'as monté Vet in Paris. Ouais, ça fait moins que ça, parce que c'est 2016, 2016. donc là c'est la 7e année d'exercice. 7e année d'exercice, ouais. Et en fait, tu m'as parlé au début de cette transition parce que tu avais besoin de nourrir ton esprit créatif entrepreneurial. Est-ce que aujourd'hui Vet in Paris continue à nourrir ça? Est-ce que tu as d'autres projets de développement sur Vet in Paris ailleurs? Alors il y a eu un gros sujet. Tous les ans, je fais des petits trucs. J'ai fait une nouvelle salle de consultation. J'achète des échographes en plus, des endoscopes. Enfin, vraiment le plaisir d'acheter du matériel. Pour mes 40 ans, je me suis offert l'Affinity de Philips. C'est vraiment mon petit cadeau. Donc maintenant j'en ai 2 et j'ai un autre Philips plus les endoscopes. Puis le gros sujet de l'année dernière pour moi, ça a été le scanner, l'installation du scanner dans Paris. Et je pense que là, physiquement, pour le coup, ça m'a complètement lessivée. Vraiment, je suis sortie de là lessivée parce que j'avais un gros sujet d'implantation en termes d'électricité. Le dossier électrique était très compliqué parce qu'on est dans Paris, nous sommes dans un très très vieux bâtiment. Et évidemment, la colonne électrique ne pouvait pas accueillir du triphasé. Donc, il a fallu qu'on monte un dossier avec un chargé d'affaires Enedis. Enfin, tout ça a pris beaucoup de temps. Et au lieu d'ouvrir, on a eu quasiment 1 an de retard sur l'ouverture. Et donc, pour moi, ça a été vraiment les montagnes russes émotionnelles. Je passais beaucoup de temps au téléphone. Voilà. Donc, s'il y a un veto qui veut ouvrir un scanner et qui a des problèmes d'électricité, il peut m'appeler parce que je suis devenue experte en la question. Comme par exemple forer un sol dans Paris, puisque j'ai eu un gars un jour qui a foré dans un conduit de gaz. Donc voilà, je me suis retrouvée avec les pompiers. Enfin, des trucs sympas. C'est quand on se lance dans ce genre de projet, malheureusement, on avait tout baqué, on avait sécurisé le truc au maximum. Mais bon, malheureusement, la société de détection de réseau n'avait pas détecté l'arrivée de gaz principal de l'immeuble et le gars a foré dedans, pile dedans. Donc ça a été tout un moment sympa. Ah oui. Donc là, t'as ta dose, on va dire, d'entrepreneuriat. Tu te poses un peu. Alors, en fait, disons que quand je vis ça, on a ouvert le scanner. Après, j'étais toute contente et je me suis dit là, tu vois, il faut que tu te calmes parce que là, c'était chaud, c'était quand même. Et ben non, finalement, je me retape et 2 mois après, voilà, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées sur le développement toujours. Parce que voilà, je pense que si un jour effectivement, j'arriverai toujours le jour où j'aurai plus ces idées justement de développement, il va falloir que je prenne une décision tout simplement, peut-être soit faire autre chose, mais j'ai besoin en tout cas que ça puisse progresser quoi. Tu crois que ça vient d'où cette âme d'entrepreneuse? Parce que toi et ta sœur jumelle, toutes les deux, vous avez monté votre propre structure. C'est quelque chose de familial? On se potentialise, c'est une catastrophe. Faut plus qu'on s'appelle d'ailleurs. C'est vrai? Parce que voilà, oui, parce que voilà. Mais t'as pas de ligature, mais comment t'as pas de ligature? C'est trop bien de ligature, donc allez hop, on va acheter un ligature. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Enfin, voilà, on parle de chiffre d'affaires, de développement. Voilà, quand elle a des problèmes parce qu'elle a une partie canine, elle m'appelle, évidemment. Donc, et quand j'ai des copines qui ont des soucis avec les chevaux, moi, je la contacte. Donc, on s'appelle souvent et puis on échange nos problématiques. Mais finalement, nous sommes jumelles. On a été élevées de la même manière. On a toutes les deux une envie de faire progresser nos entreprises respectives. On n'a peut-être pas tout à fait les mêmes façons de gérer. De gérer notre quotidien, voilà. Mais donc c'est finalement, je pense qu'on est assez différentes sur le terrain, clairement. Je pense qu'il y a des différences. Et puis l'équine est un milieu, moi quand elle m'appelle et qu'elle me dit voilà, on a ça et ça comme souci sur un cheval, moi je pense que je serais incapable en fait de supporter ce poids. Voilà,
c'est quand même systématiquement très stressant, en tout cas dans le domaine de l'équine. Nous, c'est fatigant émotionnellement parce que les gens nous demandent beaucoup, que parfois malheureusement on fait des rencontres compliquées avec certains propriétaires et que voilà, et que c'est pas tous les jours facile à gérer, mais l'équine c'est une autre dimension encore. Je pense que ça change les gens. Quand on est dans une pratique équine, on est obligé de se renforcer, hein, sinon c'est pas possible. Bah, c'est très différent comme environnement, c'est sûr. Tu le vis comment, toi, cette évolution des mentalités au niveau des propriétaires? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup changé sur les 10-15 dernières années. Les attentes sont beaucoup plus grandes. Je le vis. Alors, je pense qu'effectivement, si moi j'étais pas du tout veto et j'amenais mon animal, et je pense que je serais la pire des propriétaires pour un veto. Je pense que je peux comprendre en fait que dans une situation de stress, d'angoisse, parce qu'on les aime infiniment, on puisse un peu perdre pied et puis avoir des réactions complètement disproportionnées. Donc j'arrive à prendre du recul par rapport à ça et je peux comprendre qu'il y a un gros niveau d'exigence, et d'ailleurs je trouve ça pas mal parce que finalement ça nous oblige à extraire le meilleur de nous-mêmes, hein, donc et je pense que de faire rendre un travail de qualité, c'est appréciable aussi bien pour les propriétaires que pour le professionnel en face. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est quand j'entends, par exemple, franchement, cette attaque de dire, vous faites ce métier que pour l'argent. Quand j'entends ça, alors avant, j'arrivais à me retenir. Maintenant, souvent, je dégoupille d'un coup. Moi, c'est vraiment le truc, cette phrase-là. Voilà, je pense que personne ne se rend compte finalement ce que c'est que le quotidien d'un veto. Qu'en général, on dort avec le téléphone à côté. On est disponible quand même H24. Donc d'entendre ça, moi je le supporte plus. Maintenant ça, voilà. Donc je vais accepter l'exigence, je vais accepter que l'anxiété de la personne déborde sur moi, ça ne me dérange pas, ça je peux tout à fait, et je trouve que c'est mon rôle justement de manager le problème. Mais en revanche, qu'on se fasse accuser d'avoir une préoccupation qui est uniquement financière, là, pour le coup, ça maintenant, je le supporte plus. Parce que j'estime que notre vie est dédicacée et dédiée au bien-être animal, quoi. Pour n'importe quel veto en exercice. Donc, on ne peut pas accepter ça. C'est comme d'ailleurs les avis Google qui sont injustes. Ça c'est pareil. Je pense que là, de ce côté-là, il faudrait quand même qu'il y ait à un moment donné une vraie organisation avec derrière des répercussions judiciaires sur des gens qui s'amusent à raconter n'importe quoi sur Internet, parce que ça fait du mal à notre profession, ça fait du mal aux praticiens qui est en face. Et donc je déteste l'injustice. Alors pour le coup, ça me tend très fort, quoi. En tout cas, pour la petite anecdote, je suis allée voir des avis Google de Vet in Paris et tu fais une réponse absolument splendide sur un cas assez compliqué d'abcès et de contusion musculaire, avec beaucoup de diplomatie, mais Oui. très, très juste. Toi, tu gères comment aujourd'hui? Tu as quelqu'un qui t'aide là-dessus, sur les réseaux sociaux, sur les avis Google? Sur les réseaux, c'est uniquement moi. Hein. Sur les réseaux, moi, je suis le community manager de la clinique. Bon, j'ai des alertes pour tout. J'ai des alertes Google Business. Effectivement, j'essaie de répondre à tous les avis. Donc ça, c'est moi qui gère. Et puis les réseaux, c'est moi qui je les gère aussi. J'ai quelqu'un qui me fait du contenu. Parce que quand j'ai ouvert la clinique, on a fait une petite inauguration et en même temps on projetait notre première vidéo de présentation de la clinique, dans laquelle j'expliquais un petit peu comment je voulais que ça se passe dans la structure. Je présentais la structure, je me présentais également. Et donc cette personne-là m'a suivie maintenant depuis 2016 et tous les ans me fait des vidéos. Donc du coup, il fait un peu de contenu, il a fait des reels récemment, il a refait une vidéo de présentation de notre travail. Et donc lui, il fait des choses un peu plus professionnelles, dirons-nous, et moi je fais du feed de notre quotidien. C'est moi qui fais ça avec mon téléphone.
Et je reposte aussi. Alors j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe qui est très très présente sur les réseaux, beaucoup plus présente que moi d'ailleurs, puisque j'ai quand même un veto qui a je ne sais combien de dizaines de milliers de followers. Donc du coup, voilà, je reposte aussi ce qu'ils postent en me taguant. Ça, c'est, on va dire. C'est de la communication passive, mais j'en fais pas mal, ouais. Et des clients aussi. Je reposte aussi ce que postent les clients. Ça, c'est le côté un peu sympa. C'est le côté sympa des réseaux. Disons qu'Instagram, c'est vraiment très positif. Et puis Facebook, je relis uniquement ce que je fais sur Instagram, je le relis sur Facebook. Voilà. C'est quand même à se demander combien d'heures tu as dans ta journée, hein, parce que j'ai l'impression qu'on... Ah ouais? Ouais, je sais pas comment tu fais, mais c'est super. Non, mais j'ai peut-être quand même un petit fond d'hyperactivité. J'aime bien faire plein de trucs en même temps, ce qui est assez pénible parce que parfois, si j'ai 2 trucs en même temps dans la tête, et alors là, c'est mes collaborateurs qui me disent ça parce qu'il paraît que c'est le grand classique. Quelqu'un peut me parler et en fait, je ne l'entends pas. Et au bout d'un moment, ils partent. Mais je m'en rends même pas compte, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Ça, c'est quand vraiment je commence à faire trop de choses en même temps. Mais bon, voilà. Ils témoignent tous de ça, hein, donc ça doit quand même arriver assez souvent. Bon, heureusement, t'as la danse pour te canaliser. Voilà, exactement. Ouais, c'est la discipline, la rigueur, c'est bien. C'est pour moi. Isabelle, c'est top. Je pense qu'on pourrait encore parler, j'imagine, pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter avant de clôturer? Des choses dont tu voudrais parler? Ouais, moi, je regarde un petit peu de manière assez distante, mais je regarde quand même, voilà, toutes les difficultés qu'on a actuellement dans notre métier pour le recrutement. Et c'est vrai que du coup, ça me peine un peu parce que moi, je vois beaucoup de 5e année, beaucoup de gens qui sortent de l'école et quand j'entends plus personne veut travailler, c'est vrai que il y a vraiment un gros désert, une grosse difficulté de recrutement. Et je pense qu'on a aussi une nouvelle génération qui, en tout cas dans ma clinique, apporte beaucoup. Puisqu'on refait systématiquement les protocoles grâce à eux de prise en charge. Et donc, dans cette nouvelle génération, il y a beaucoup de gens très motivés pour beaucoup travailler, pour faire des heures, pour faire des gardes, etc. Il y a toujours des vétos très entrepreneurs qui sortent des écoles. Et donc, je n'ai pas la réponse au pourquoi de cette difficulté de recrutement. Enfin, il y a sûrement différents facteurs. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage que les gens ne réussissent pas à s'accorder, à se rencontrer et à trouver des solutions ensemble pour pouvoir assurer notre fichue continuité de soins dans de bonnes conditions. C'est marrant que tu dis ça. Je faisais justement un post là-dessus ce matin en disant qu'en fait on parle la même langue mais pas forcément le même langage. Et ce que je constate moi, c'est qu'il y a vraiment un écart de compréhension dans les besoins de chacun entre nous un peu les plus âgés, les plus vieux et puis les jeunes. Et je suis d'accord avec toi qu'ils ont plein de choses à apporter mais pas de la même manière. Et ça, c'est pas évident pour les plus vieilles générations. Il y a beaucoup de remises en question et ça vient nous challenger finalement sur des terrains où on se sentait plutôt sécure. Et il y a des gens comme toi, voilà, qui sont plus disposés à les accueillir, et il y a d'autres gens qui sont un peu dans le retranchement et du coup, par conséquent, ont plus de mal à recruter, je pense. Alors, est-ce que c'est partout comme ça et c'est la seule raison? Probablement que non, mais je pense que ça en fait partie. Voilà, j'espère que ces mondes finiront par se rencontrer et que on fera tous ensemble progresser notre profession. Voilà, je pense que voilà dans cette liberté d'exercice, qu'on conserve cette liberté d'exercice. Je pense que c'est surtout sur ça que je voudrais conclure, parce que c'est quand même, en tout cas mon exemple, c'est par ma liberté, la liberté que j'ai prise, j'ai réussi à finalement construire un peu, entre guillemets, pour moi en tout cas, la clinique de mes rêves, parce que je m'y sens bien, parce que c'est vrai, la vérité est là, c'est que tous les jours j'y vais avec plaisir, ce qui n'était pas forcément le cas avant, dans mes expériences d'avant. Et j'ai réussi à faire ça par justement cette prise de liberté. Donc j'espère que cette liberté-là, on pourra finalement toujours la conserver dans notre pratique. Écoute, c'est une très belle façon de clôturer ce podcast. Je te remercie beaucoup. Et je te dis, j'espère à bientôt. À bientôt, en vrai. Voilà, exactement. Merci Isabelle. Merci Sophie.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.